C'est une silhouette qu'on reconnaît de très loin. Un peu comme un phare qui accroche le regard et que tous les habitués identifient au premier coup d'œil. La cathédrale de Strasbourg, une œuvre grandiose qui semble défier l'apesanteur malgré ses dimensions colossales. Un prodige du gigantesque et du délicat, selon Victor Hugo lui-même. Il a fallu des milliers de petites mains, celles des bâtisseurs, et surtout plus de 4 siècles pour arriver à ce résultat. Un chantier qui dépasse largement l'échelle humaine pour servir l'une des plus grandes causes du Moyen-Âge, la foi. Ce qui est grand est majestueux, et la gloire de Dieu demande des créations majestueuses, prestigieuses. On ne peut pas imaginer qu'un roi, qu'un évêque puisse mobiliser des donateurs, des ouvriers, des mécènes pour construire de tels bâtiments qui sont quand même gigantesques. On ne peut pas imaginer qu'ils puissent le faire pour manifester leur seule autorité. Le XIe siècle, c'est un siècle de foi. Et donc, on construit des églises à la gloire de Dieu. C'est d'abord un hommage à ce Dieu pour gagner son salut, mais évidemment, pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'évêque, mais qui est aussi homme politique, c'est une preuve de puissance par rapport aux autres territoires et diocèses. C'est un peu la course. Et c'est une course qui ne s'arrêtera jamais. Une course au gigantisme qui va marquer à jamais le visage de Strasbourg. Celui qui se lance le défi de bâtir une cathédrale hors norme est un évêque de la ville, le 42e du nom. Il monte sur le trône en l'an 1001. Il s'appelle Werner de Habsbourg. C'est un personnage qui est un prince de l'Église, en définitive, et puis tout son prestige, voilà, il va le mettre dans la construction de ce bâtiment qui va symboliser sa puissance propre, celle de l'Église, celle de la ville de Strasbourg, puis celle de la bourgeoisie aussi, des bourgeois de la ville. Ce bâtiment, c'est le résultat d'un pari fou que lance Werner. Celui de construire une église exceptionnelle, histoire de laisser son nom gravé dans la pierre. Le chantier de la basilique de Werner démarre en l'an 1015. Et c'est un événement, car c'est tout simplement l'ancêtre de la cathédrale actuelle de Strasbourg qui sort de terre. Strasbourg, je pense, tout au long du Moyen-Âge, compte parmi les grandes villes de l'Empire, même si elle n'avait peut-être que pas plus que 2000 habitants. Et malgré tout, ils vont construire une vaste cathédrale romane qui est presque sans mesure, si on peut le dire. Elle compte à l'époque parmi les plus grandes cathédrales en Europe. Cette cathédrale, elle sort pour le coup ex nihilo, c'est-à-dire que c'est un plan ottonien, donc on a un transept, une nef, une abside et une façade à 2 tours. On a des murs épais avec des petites ouvertures, des petites baies qui peuvent être éclairées aussi par un principe de verrière. Et voilà, donc c'est certainement des bâtiments imposants et sombres en définitive. La basilique de Werner, construite il y a plus de 1000 ans, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Une seule certitude, elle mesure plus de 110 mètres de long et sa nef s'élève à 27 mètres de hauteur. Au sol, le plan de cette basilique correspond exactement à la cathédrale actuelle de Strasbourg. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont les fondations de Werner qui vont servir à supporter la future cathédrale strasbourgeoise. On a perdu un peu l'élan. Là, on est situé sous la chapelle Saint-Laurent. Et là, on est en face à face avec les fondations dites de la basilique de Werner. Donc là, il faut imaginer qu'on est face à des fondations qui ont 1000 ans d'existence. Donc il y a un aspect aussi émouvant déjà, puisque là, on parle souvent de cette basilique, mais là, on est vraiment en résonance avec de la matière. On a devant nous tout ce qui tient à peu près tout l'édifice. Les fondations de la cathédrale de Werner. Ils nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle a dû être. Parce qu'en fonction de la profondeur et de la puissance, de l'épaisseur des fondations, on peut imaginer ce que c'était censé porter.
Donc là, effectivement, on est sous un mur, elle est relativement étroite et assez peu profonde. Et ensuite, donc, la couche supplémentaire, c'est contrefort gothique. Donc on imagine le chantier où les fondations étaient reprises. Donc on n'a pas touché à ce qui existait, on a renforcé en fonction de ce qu'on avait prévu d'élever. Et donc là, tout est lisible, on a tout sous les yeux. En quelques mètres carrés, on peut se projeter un peu dans tous les sens. Ces fondations sont les seuls témoins d'une véritable métamorphose. Celle qui va transformer l'ancienne basilique romane de Werner en chef-d'œuvre absolu de l'art gothique. Près d'un siècle de chantier pendant lequel l'ancien bâtiment va disparaître petit à petit pour laisser la place à la cathédrale de Strasbourg telle que nous la connaissons. L'arrivée de l'art gothique à Strasbourg est visible dans le bras sud du transept. On voit que quasiment du jour au lendemain, on passe de l'art roman à l'art gothique. Mais il faut imaginer, tout d'un coup, au début du XIIIe siècle, il y a un architecte qui vient probablement de l'Île-de-France, des grands chantiers des cathédrales de Reims, de Chartres, Notre-Dame peut-être, qui est embauché à Strasbourg. Et on imagine c'est lui avec ses sculpteurs, ses tailleurs de pierre, qui va amener avec lui ce nouveau style complètement révolutionnaire, si on veut, pour la région ici. C'est un infarctus. On n'a jamais vu ça, soudain, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive. J'imagine la tête des Strasbourgeois quand ils ont vu le pilier des Anges, quand ils ont vu l'achèvement des parties hautes du bras sud du transept. Ça a dû être un choc. La révolution technologique du gothique est en marche. Et elle va permettre de faire de la cathédrale de Strasbourg un véritable exploit architectural. Le premier élément à en bénéficier, c'est la nef, le vaisseau de la cathédrale strasbourgeoise. Celui qui va lui offrir ce volume exceptionnel et cet élancement spectaculaire propre à l'architecture gothique. Alors cette nef, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un squelette de pierre et surtout des grandes baies qui laissent rentrer la lumière à foison. L'art, l'esthétique de la nef est jubilatoire. Il y a la lumière qui est là. Et finalement, très peu de matière minérale. Tout simplement parce que partout, il y a ces vitraux, partout, il y a cette lumière qui rentre. Voilà, la grande différence, elle est là. Les constructeurs de la nef ont gagné confiance dans leur technicité. On n'empile plus des briques et des pierres qui donnent une certaine solidité, mais on se rend compte qu'on peut monter très haut, finalement, avec une structure assez fine. Cette nef, c'est l'exemple parfait de l'application d'un des principes techniques les plus innovants de l'architecture gothique. Celui de la répartition des forces verticales qui s'exercent sur la structure de la cathédrale. Le premier élément permettant de réaliser ce transfert s'appelle la voûte d'ogive. Il oriente la poussée exercée par le sommet de la nef, par la charpente et par la toiture, vers des piliers porteurs situés de part et d'autre de la nef. La voûte d'ogive, par un jeu de nervures, les forces quand on appuie sur la voûte, les forces vont plutôt se répartir de façon verticale, ce qui permet d'avoir des points d'appui beaucoup plus fins et d'avoir un besoin en contrefort extérieur beaucoup moins important aussi. Les contreforts extérieurs, les voici. Ils sont systématiquement associés à un autre élément de structure essentiel de l'architecture gothique, l'arc-boutant. Une sorte de poutre de pierre posée contre le mur, un peu comme une échelle. Grâce à lui, une partie de la poussée verticale transmise par les voûtes d'ogive est transférée vers l'extérieur de la cathédrale, puis vers le sol. Ce qu'on cherche à faire dans la nef, c'est d'avoir des points porteurs le plus fin possible et le plus haut possible, les arcs-boutants le plus fin possible. Et c'est-à-dire qu'en fait, la structure porteuse, ça va être uniquement les piliers, les arcs-boutants, les arcatures et les nervures des voûtes. Voilà. Ce qui fait que ça libère complètement l'espace entre les piliers. Donc vous pouvez faire d'énormes fenêtres remplies de vitraux, tous plus magnifiques les uns que les autres. Parce qu'en fait, constructivement, il n'y a plus rien qui porte dessus.